que c'est interculturel? Oui, tout à fait. Alors, on s'est longtemps posé la question, savoir s'il y avait certaines cultures ou certaines situations au niveau génétique, des nations, des peuples chez qui peut-être qu'ils avaient moins de fibres de douleur. Comme chez les Canadiens, on a les Amérindiens, qui sont les Indiens de l'Amérique, donc les premiers habitants de l'Amérique, qui ont des traits qui sont très similaires aux Polynésiens. Et quand ces femmes, elles accouchent, on a l'impression qu'elles souffrent moins. Du coup, on se dit possiblement qu'elles ont moins de fibres douloureuses, peut-être qu'elles sentent moins la douleur. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les recherches scientifiques, la douleur, elle est perçue par toutes les femmes, tous les hommes, de toutes les cultures, de tous les peuples. Ce qui va varier, c'est la façon d'exprimer cette douleur. Donc, chez certains peuples, on crie tout haut cette douleur et chez d'autres, on le fait moins. Je propose qu'on revienne à ça tout à l'heure. Nous avons un appel en ligne. Oui. Bonjour, c'est en direct. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Je voudrais poser la question suivante, savoir si la méthode de madame Bonapace s'applique aussi à d'autres circonstances que la grossesse ou l'accouchement. Et je pensais en particulier chez les enfants ou les bébés. Vous pouvez rester en ligne, Julie? Oui. Oui. Oui, en fait, tout à fait. C'est un modèle qui s'applique à toutes circonstances, donc de douleurs, disons, chroniques ou de douleurs aiguës. Donc, particulièrement pour les enfants. Donc, à partir du moment où on a compris qu'il y a 3 mécanismes pour gérer la douleur. Alors, le contrôle des centres supérieurs pour les tout-petits, les nouveau-nés, c'est sûr qu'on ne peut pas montrer à un bébé, à un nouveau-né, comment expirer, comment se concentrer sur autre chose, mais on peut le faire avec les enfants. Donc, je vous donne l'exemple. Quand j'étais petite et que je tombais, je m'éraflais le genou et que, bon, je pleurais, je rentrais à la maison, mon papa me disait, bon, tu t'es fait mal au genou, tu vas venir me montrer où tu es tombé dehors. J'allais dehors, puis là, il me disait, est-ce que tu as brisé le trottoir? Là, je le regardais briser le trottoir. Donc, mon attention, du coup, allait sur le trottoir, était ailleurs que sur ma douleur. Et mon père, donc, avait dévié mon attention, avait porté mon attention ailleurs, ce qui avait pour effet de réduire ma douleur. De réduire la douleur, là, voilà. Donc, on l'utilise avec les enfants en déviant leur attention. Une autre façon de le faire avec les enfants, ça va être de caresser la zone douloureuse. Puis ça, on le fait spontanément. On fait avec les enfants, ils se cognent le front, on va flatter leur zone douloureuse, on va souffler, on va leur donner des petits bisous. Ça, c'est une stimulation non douloureuse. On caresse la zone douloureuse et ça va bloquer aussi une partie du message. Donc, ça bloque à 10, 15, 20%, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui serait, la douleur initiale. Ce qui serait définitivement plus efficace, ça serait de créer cette seconde douleur, par exemple, dans la main. En serrant très fort la main, vous pourriez créer cette seconde douleur qui, elle, va relâcher en plus l'endorphine. Alors, même chez le bébé, le nouveau-né qui éprouve de la douleur, alors on peut flatter sa zone, caresser la zone douloureuse et on peut provoquer une seconde douleur, on s'entend, une douleur qui est raisonnable, qui ne sera jamais aussi forte que la première douleur. Madame? Oui. Oui, je voulais simplement savoir aussi si c'était déjà appliqué dans les hôpitaux, justement, dans les services de pédiatrie ou de néonatologie. En fait, non, on n'a pas fait de démarche systématique pour la pédiatrie, mais ça serait effectivement une démarche qui pourrait être faite. Mais dans les hôpitaux, c'est pratiqué, donc par contre... pour les accouchements. Pour les accouchements, déjà. Oui. Oui, parce que je sais que dans certains centres, on essaye de faire des progrès au niveau de la gestion de la douleur avec les patients, quels qu'ils soient, adultes ou enfants. Mais c'est vrai qu'on fait de gros progrès, de grosses démarches actuellement pour les enfants et les nouveau-nés. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que je voulais savoir si cette méthode était applicable au niveau des enfants, des bébés, et à partir de quel âge éventuellement. Est-ce qu'il y avait des précautions plus importantes à prendre que d'autres? Mais je vois que non, on peut l'appliquer pour tout le monde, donc c'est très Exactement. bien. Parce que déjà, là, il y a quelques années, on croyait que les nouveau-nés ne percevaient pas la douleur. Donc, certaines interventions étaient faites, même des interventions chirurgicales qui étaient faites sans analgésique chez les nouveau-nés parce qu'on croyait qu'ils ne sentaient pas la douleur. Alors maintenant, c'est très bien documenté. On sait que les capteurs, que les récepteurs sensitifs de douleur sont actifs chez le nouveau-né aussi. Donc, c'est important de soulager. Madame? Oui. C'est bon, la réponse? Oui, c'est très bien, ça me satisfait. Je pense que je vais me pencher plus sérieusement sur cette technique de travail parce que je suis près
des choses un petit peu plus naturelles, donc ça me convient très bien. Mais on va voir donc en bas de l'écran donc le site internet bonapace.com qui va s'afficher pour plus d'informations. Merci pour votre question. Merci, bonne journée. Bonne journée à Merci. vous. Pour revenir donc par rapport à cet aspect culturel, donc ça marche vraiment pour toutes les différentes cultures. Hein? Oui, exactement. Ça fonctionne pour toutes les cultures parce que toutes les femmes perçoivent la douleur au moment de l'accouchement, à une intensité qui varie, avec des habiletés qui varient, mais les mécanismes endogènes, neurophysiologiques, donc les processus pour gérer la douleur sont les mêmes. Mais là, vous parlez vraiment du corps humain qui est le même. Ça, on est tous d'accord, on est tous égaux hein, Oui. devant Dieu. Mais par rapport à la culture, à ce que des fois, c'est admis que le mari ou le papa soit aussi impliqué dans la grossesse de sa femme. Je sais que dans certains pays, ça ne me regarde pas quelque part. C'est l'histoire de mon épouse, c'est elle de se débrouiller. Oui, absolument. Et ça c'est un aspect culturel. Moi, ce que je propose, c'est une démarche pour le couple. Mais dans les situations où, par exemple, le papa n'est pas là, où il n'y a pas de papa, où il ne veut pas être là, où culturellement, il n'est pas admis, comme au Vietnam, déjà, on voit un courant dans les milieux urbains pour accueillir le père, parce que les femmes disent, écoutez, il n'y a pas beaucoup de ressources pour nous aider, on nous laisse poireter là, toute seule, sans analgésique ou sans aide de soutien. Au moins, on va faire venir mon mari qui, lui, est bienveillant et qui va vouloir me protéger. Parce qu'il faut voir aussi que chez l'homme, on a ce besoin actuel, moderne, de se sentir utile. Et si on pense à l'homme de Cro-Magnon ou à une période historique où l'homme avait un passé, où l'homme avait un rôle à jouer de protecteur. Donc, la femme est en train d'accoucher. Il y a une possibilité qu'il y ait une attaque par un tigre, par exemple. Écoutez, la femme, elle ne pourra pas fuir. C'est impossible. Elle est en train d'accoucher. Donc, le père, lui, il protège. Il protégeait sa femme au moment de l'accouchement. Alors, ce qu'on cherche à recréer maintenant, c'est une possibilité pour le père de protéger sa conjointe. Et la façon de protéger sa partenaire, c'est en la soutenant. Donc, en la soutenant physiquement, parce que déjà, les postures vont l'aider à mieux vivre le travail, mieux On va le vivre voir tout à l'heure, il a beaucoup de contacts.